Bonjour à toutes et à tous mes délicieux amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous emmener dans mon environnement de cœur, à savoir Paris années 1880, du cabinet des murmures qui s'appelle Antise, premier volume, dans lequel vous trouverez deux scénarios qu'on va préciser tout à l'heure. Mais en préambule, je tiens à vous remercier toutes et tous de nous suivre, vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous compte à plus de 2700 aujourd'hui à suivre entre Rollistes et vraiment c'est génial, on est trop heureux de vous avoir avec nous, de vous compter sur Discord, de discuter avec vous tous les jours et surtout de vous voir participer à nos live talks super. Vous aimez notre travail, ça nous fait très plaisir. Si vous voulez le propager désormais, eh bien, il y a des moyens très simples. Il suffit de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo si vous le souhaitez en activant la notification pour toutes les prochaines sorties d'Entre Rôlistes. Voilà, sans plus attendre, je vous propose de partir dans la découverte des deux scénarios. L'un qui vous amène dans une ambiance type fantôme de l'opéra et l'autre qui sera un petit peu plus technologique, qui va traiter de machinerie occulte étrange. Sans plus attendre, allons-y, plongeons dans l'occulte. Voici la présentation du premier volume Antise, puisqu'il en existe un second que je vous présenterai ultérieurement, pour le cabinet des murmures, et dans cet ouvrage, eh bien, vous avez deux scénarios qui vous sont proposés. Donc, vous pouvez constater dès l'ouverture une magnifique illustration qui vous laisse entendre que nous allons vivre une aventure dans l'univers de l'opéra. Alors, vous allez voir que tout est très inspiré de l'opéra Garnier, bien que dans le cabinet des murmures, cet opéra n'existe pas puisqu'il s'agit de l'opéra de l'Élysée Napoléon. Ce premier scénario s'intitule La Rose et le Lys. Vous avez ici le personnage principal qui s'appelle Elvire Mercier, une ancienne ballerine qui est reconvertie en investigatrice et qui a été contactée par le responsable de l'opéra pour venir investiguer sur des faits étranges qui empêchent la représentation d'une pièce d'opéra écrite il y a longtemps et qui s'appelle le Lys de Pondichéry et qui a eu de nombreux déboires au cours de son existence puisque sur les dizaines d'années de vie qu'a eu cette pièce, eh bien elle n'a jamais pu être jouée à l'opéra, comme si elle était empreinte d'une malédiction. Donc vous avez de belles illustrations qui vous permettent de bien vous mettre en scène avec l'univers de l'opéra de l'Élysée Napoléon. C'est très bien fait parce que vous avez tout un plan avec les différentes scènes, les différents étages, également les plans vus du dessus, et des références sur tous les endroits que vous allez pouvoir visiter durant votre investigation, avec un superbe plan pour vous mettre dans l'ambiance et vous montrer à quoi ressemblait l'architecture napoléonienne de l'époque. Donc cette académie impériale, l'Opéra Impérial ou Opéra Piazzi du nom de son architecte, un Italien, que vous voyez juste ici. Et donc vous avez toute une présentation de la construction de l'opéra par cet architecte, puis de tout ce qui s'y est passé, de son inauguration. En gros, vous avez tout un setting qui est vraiment très bien fait. Vous avez également des descriptions de chaque endroit de l'opéra que vous serez amené à visiter, que ce soit les loges, les toits, les foyers, c'est-à-dire là où se reposent et où vivent les rats, les danseurs, etc. Et encore une fois, vous avez une superbe illustration pour vous mettre en scène le scénario et l'opéra. Et donc ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans ce scénario, eh bien, un nouveau metteur en scène a décidé de mettre en place pour l'anniversaire de la pièce le Lys de Pondichéry qui n'a jamais pu être joué, encore une fois je vous le rappelle, et Elvire doit venir pour vérifier ce qu'il se passe et ce qui empêche cette pièce d'avoir lieu. Et vous verrez au cours du scénario, mais il y aura une partie spoiler un petit peu plus tard, qui vous expliquera pourquoi eh bien, il est très compliqué de faire jouer cette pièce. Donc là encore, vous voyez un setting qui est vraiment très dense puisqu'on vous amène jusqu'au quartier des abonnés, c'est-à-dire les mécènes, les personnes de haute lignée qui payent des places au prix faramineux pour assister aux représentations de l'opéra. Vous avez plusieurs personnages principaux de la scène et de ce scénario, notamment la danseuse principale. Au début, j'ai eu besoin de me renseigner un petit peu sur le milieu de l'opéra puisqu'il y a de nombreux noms que je ne connaissais pas, tels que le premier sujet, second sujet, etc., les coryphées, les sujets. Eh bien sachez-le, tous ces noms-là sont en fait une sorte de hiérarchie comme des rangs militaires, mais chez les danseurs. Ça vous permet de définir qui sera le personnage le plus important de la représentation de l'opéra. Alors c'est un scénario qui va se passer en 3 actes. Ces 3 actes vont principalement se dérouler à l'intérieur de l'opéra de l'Élysée Napoléon. Néanmoins, vous serez quand même amené au cours de l'aventure à vous déplacer en dehors de l'opéra pour aller se rencontrer et interviewer des personnes qui vous semble d'intérêt, soit pour aller repérer ou rechercher des indices dans des lieux extérieurs qui pourraient se révéler utiles dans votre enquête. Néanmoins, gardez à l'esprit que la majeure partie de ce scénario va quand même se dérouler à l'intérieur de l'opéra. Vous aurez énormément
et je dis énormément, de PNJ à interroger, à confronter à des faits étranges, et donc vous allez avoir vraiment beaucoup de personnes disponibles dans ce scénario pour rester à l'opéra la plus grande partie du temps. Donc comme je disais, il est réparti en 3 actes. Sans trop spoiler, je reprécise, il y aura une partie spoiler après. Le premier acte, ça va être la prise en main du scénario, l'installation des personnages joueurs. Je précise que vous avez 4 personnages joueurs au début du jeu. Elvire Mercier, qui sera le médium, mais également 3 esprits qui sont tous liés à l'opéra d'une manière ou d'une autre. Il y a un agent de sécurité qui était pompier, une danseuse et un autre personnage dont je vous préciserai la nature lors du spoiler. Ce que j'aime beaucoup dans les scénarios que proposent les 12 singes sur le cabinet des murmures, c'est cet aspect chronologique complet, puisque comme vous l'avez vu, là on est déjà à plus de 20 pages de setting, c'est assez complet. Et avec ces chronologies-là, vous avez une sorte de résumé des différentes étapes qui se sont déroulées dans la vie de l'opéra et qui vous présentent la manière dont est structuré le scénario. Donc là, c'était pour la vie de l'opéra, et plus loin, vous verrez les structures du scénario. Donc là, différentes fins de setting, vous voyez, comme je vous disais, c'est vraiment très long. Le livre vous indique comment orienter les joueurs lorsqu'ils vont interroger tel ou tel PNJ, puisque comme je vous disais, il y en a vraiment beaucoup dans celui-ci, vous le verrez avec l'extension que je vous montrerai tout à l'heure, qui vous apporte de nombreuses fiches personnages. Donc des petites aides pour savoir comment faire répondre tel personnage, quel type d'informations ils doivent apporter aux joueurs selon leur niveau de connaissance et d'implication dans le scénario. Et également comment faire évoluer vos PJ dans ce scénario, puisque le fait d'avoir beaucoup de personnages, ça veut dire qu'on peut aussi s'orienter vers beaucoup de fausses pistes, et donc on peut très vite se trouver perdu si on n'avance pas correctement et convenablement dans l'intrigue principale. Alors à partir de là, il va y avoir du spoiler. On va s'arrêter sur ce scénario ici. Sachez juste que vous avez 2 dénouements possibles au scénario, l'un parfait, l'autre un petit peu moins, et que vous pourrez atteindre selon le degré auquel vous aurez poussé votre investigation dans l'occulte, puisque ce scénario fait appel quand même à une certaine partie d'occultisme. Alors bien sûr, nous sommes dans un scénario du cabinet des murmures, il y a des fantômes, il y a des spectres, des esprits, donc il faut évidemment s'attendre à de l'occultisme. Mais dans ce scénario-là, c'est un petit peu plus poussé. Il y aura en effet dans ce scénario des choses un petit peu sales, un petit peu profondes, il y aura de la traîtrise, de la jalousie, des disputes entre différents protagonistes dans le passé qu'il va falloir élucider dans l'avenir. Donc je vous saute la 2e page pour éviter au maximum les spoilers, et on va poursuivre, et vous verrez que dès le second acte, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va commencer à vous amener à l'extérieur, et c'est à partir de cet acte-là précisément que vous allez pouvoir visiter des personnalités qui vous semblent intéressantes pour leurs liens divers et variés avec telle sorte de magie ou telle sorte de rituel, etc. etc. Donc l'aventure se poursuit, vous avez de plus en plus de descriptions, toujours un setting qui est extrêmement dense et complet. On ne peut pas dire qu'en tant que MJ, si vous voulez être complètement et 100% imprégné dans le scénario, vous serez largué, puisque cet ouvrage-là, et ce scénario-là, qui fait, je vous le rappelle, 67 pages, vous dresse un portrait vraiment extrêmement complet de tout le setting. Ensuite, au niveau des fiches de personnages, donc là, vous avez Elvire Mercier, le médium, les personnages principaux, ancienne ballerine et investigatrice. Vous avez Narcisse Pamphile, qui est le pompier, de l'opéra de Paris, mais un ancien, enfin de l'opéra Élysée-Napoléon. Vous avez également Marie Bernier, dit Marnier, qui était une danseuse, et une autre danseuse en la nature de Zélie Dehaye. Donc comme vous le comprenez, vous allez être amené à débloquer de nouveaux souvenirs au fur et à mesure que vos PJ esprits vont monter en niveau. Et ces souvenirs vont préciser évidemment de plus en plus les relations et les intrications qui les relient entre eux et qui les relient à l'opéra, et les raisons pour lesquelles cette pièce, le Lys de Pondichéry, a tant de mal à être jouée. Là, vous avez des annexes avec les PNJ qui sont présents un petit peu partout. Et voici donc le 2e scénario qui s'appelle La Machine à Harmonie. Vous allez voir que dans celui-ci, c'est carrément 2 salles, 2 ambiances par rapport au premier scénario, La Rose et le Lys. Là, vous allez suivre un scénario qui est très touchant, très émouvant, plein d'humanité, d'émotions mitigées et de souffrance et de douleur, que ce soit physique ou psychique, et de la part de nombreux personnages. Donc c'est un scénario qui est, pour ma part, que j'ai trouvé un petit peu plus dur à prendre en main. Lui, contrairement au premier, vous amène beaucoup vers l'extérieur, et il y aura quelques petites phases de huis clos au cours desquelles vous pourrez glaner des informations très intéressantes. Donc là, on va suivre l'histoire de Léo Morisset, c'est ce jeune garçon
issu d'une lignée de famille bourgeoise, dont le père un jour s'est fait renier par ses parents après avoir décidé d'épouser une roturière et de partir avec elle, vivre sa vie. Et malheureusement, ces deux personnes-là n'ont pas eu une vie très heureuse, même avec l'arrivée de Léo, puisque le père a fini par décéder après s'être brouillé avec sa femme. Elle a fini par se prostituer et traîner avec des malfrats, des bas-fonds de Paris. Et elle a complètement abandonné son enfant, qui a été récupéré, moyennant une certaine somme d'argent, par ses grands-parents, qui eux donc sont bourgeois, ses grands-parents paternels, et vivent dans les beaux quartiers à Grenelle. Donc le grand-père de Léo est en fait Louis-Gabriel Morisset, et c'est un inventeur qui a pour passion la technologie. Donc il est très au fait du courant des Saint-Simoniens, et il essaye de se rapprocher d'eux et d'intégrer leur club privé en fabriquant des appareils. Et donc le premier appareil que vous voyez ici, c'est celui-là, c'est la machine à harmonie, à savoir une espèce de dispositif mi-technologique, mi-magique, qui permettrait d'altérer le comportement et la sensibilité des gens. À savoir, ça créerait des sortes d'humeurs collectives. Par exemple, le but serait de faire en sorte que vous puissiez étendre à tout votre quartier une envie, une sensation, une impression. Donc, la manière dont c'est décrit est assez subtilement floue pour permettre au MJ de se l'approprier comme il veut. Néanmoins, vous allez voir qu'au fur et à mesure que le scénario avance, dans la partie spoiler, je précise, vous allez voir que cette machine peut avoir un impact assez puissant et de manière assez étendue. Donc là aussi, vous avez pas mal de setup dans ce scénario, un petit peu moins que dans le premier néanmoins, puisqu'au fait c'est assez simple, on va vivre toute la vie à travers du regard de l'enfant, qui est le personnage principal, et on va être témoin des interactions entre ses deux grands-parents, son grand-père et sa grand-mère qui s'entendent de moins en moins, et cela va se traduire dans la partie spoiler par des choses que je vous révélerai un petit peu plus tard. Vous avez également l'intervention de la Scientia Magna, à savoir le courant des Saint-Simoniens, c'est-à-dire l'avènement de l'humain ou l'élévation de l'humain par la technologie et la science, le groupe dans lequel a envie de devenir le grand-père de Léo. Et au fur et à mesure de ce scénario, qui lui aussi se passe en 3 actes, vous aurez différentes étapes. La première étape sera évidemment tout l'acte 1, le setup, la prise de connaissance des lieux, la mise en place de la routine de Léo, puisque je vous rappelle que vous jouez un enfant assez jeune qui doit avoir 8 ou 10 ans de mémoire, qui a donc une perceptrice qui s'occupe de lui à la maison, une anglaise, cliché. Et aussi également, on va suivre un petit peu la vie du grand-père, son rythme de vie, le temps de présence qu'il a à la maison, mais également le rythme de vie et les habitudes de la grand-mère et ses habitudes cachées. Grand-mère qui est ici Marie-Évelyne Morisset. Donc vous avez tout un planning qui vous permet dans le setting de préciser les habitudes des personnages, histoire de savoir à peu près comment les faire interagir avec votre personnage et vos PJ au cours de l'aventure, puisque tout l'intérêt de ce scénario en vrai réside dans le fait que tout le monde n'est pas disponible au même moment et que selon l'heure de la journée ou selon l'avancement de votre scénario, eh bien, vous n'aurez pas accès à certaines choses ou au contraire, vous découvrirez certaines choses si vous espionnez, suivez, vous intéressez plus particulièrement à certains personnages. Donc ce qu'il faut savoir dans ce scénario, c'est qu'il va y avoir un retour de la mère, donc je rappelle le contexte, la mère qui a vendu contre indemnité son enfant à ses grands-parents pour pouvoir vivre sa vie, qui aujourd'hui est une droguée prostituée qui fréquente des mafieux et des malfrats. Eh bien ces malfrats vont revenir et vont prendre une part non négligeable dans le scénario. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement au premier, dans celui-ci, la machine à harmonie, vous avez plus de manières de conclure votre scénario. En l'occurrence, si je ne m'abuse, on vous propose 3 différentes manières. Une positive, une plutôt sombre et une un petit peu moins sombre. Mais dans tous les cas, comme je disais en préambule, c'est un scénario qui va rester émotionnellement très chargé. Là, vous avez Annabella Jones, la perceptrice anglaise qui s'occupe de Léo, Lison, la bonne de la maison, Monsieur Georges, qui est le jardinier de la maison, qui est pris d'affection, d'une affection toute paternelle pour Lison, la jeune bonne. Et voilà, vous continuez comme cela pendant encore une 60aine de pages. À partir de l'acte 2, comme je le disais, commencent à intervenir à la fois les menaces des malfrats, mais également les interactions avec le club des Saint-Simoniens. Là, évidemment, je vous laisse deviner à qui appartiennent ces personnes de belle allure. Donc le scénario se poursuit comme ça. Donc au niveau de la conclusion, eh bien, vous aurez différentes manières d'achever votre scénario.
évidemment tout en lien avec la machine à harmonie, puisque ça reste le point central de ce scénario. Et vous verrez les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Viennent ensuite les pièces jointes et les annexes. Donc là, vous allez avoir plusieurs documents qui vont pouvoir intervenir, être livrés ou pas à certains moments, que vous pourrez intercepter pour apprendre des choses et poursuivre. Vous avez l'emploi du temps de tous les personnages à l'acte 1, puisque comme je vous l'ai dit, c'est extrêmement important de savoir que cet emploi du temps va diriger tout le setup de l'acte 1 et donc le niveau d'information que vos joueurs auront par rapport à ce qu'ils auront réussi à glaner comme petit détail. La carte de Paris magnifique que vous avez vue derrière moi en préambule, vraiment je la trouve superbe. Et ensuite les personnages, donc Léo Morisset, le médium, le jeune garçon, avec très peu de souvenirs évidemment. Vous avez ensuite Jeannette Leguérec, pardon d'avoir écorché votre nom, qui était une ancienne ouvrière et pickpocket. Vous avez Louis-Augustin Morisset, le père de Léo, donc c'est très intéressant, et comme je vous disais que ça allait être chargé émotionnellement, vous allez pouvoir suivre la vie de votre enfant par les yeux de son père, après tous les déboires et toutes les difficultés qu'ils ont vécues ensemble, donc ça risque d'être assez chargé émotionnellement. Et enfin, le dernier personnage, c'est Sœur Alexandra, une sœur religieuse de l'ordre des Saint-Simoniens et ingénieure, donc vous pourrez voir que son rôle ne sera pas des moindres et que c'est elle qui va beaucoup éclaircir un petit peu les mystères des Saint-Simoniens, de la technologie scientifique et de l'avènement de l'humanité par la science et la technologie, parce que c'est le MJ qui aura lu le guide de Paris, que j'ai présenté dans une vidéo précédente, pourra peut-être mieux s'imprégner et mieux transmettre les informations sur cela à ses joueurs, mais c'est pas forcément facile à amener si on n'a pas pris vraiment le temps de se renseigner sur ce que c'est, sur ce qui est attendu et ce qu'on va y voir. Voilà, donc ceci conclut la présentation des deux scénarios de Antise, et maintenant, gare à vous, car on passe sur les spoilers. Spoiler ? Spoiler ! Demandez votre spoiler, il vient d'arriver. Dandy vous révèle tout sur le scénario. Spoiler ! Si vous êtes encore là, c'est que vous souhaitez en apprendre davantage et rentrer dans la partie spoiler de ces deux scénarios Antise premier volume. Donc accrochez-vous, et je répète encore une fois, si vous êtes joueur ou que vous voulez jouer à ce scénario et ne souhaitez pas découvrir l'intrigue plus en profondeur, c'est le moment de liker et de quitter la vidéo. Merci de nous avoir suivis. Maintenant que ce petit disclaimer est fait, voilà pourquoi je n'ai pas tourné la page tout à l'heure, puisque malheureusement, cette image, aussi intéressante et intrigante soit-elle, révèle un petit peu trop l'intrigue principale du Lys de Pondichéry dans le scénario La Rose et le Lys. Il s'agit d'une ballerine incandescente. Vous comprenez qu'il y a bien eu une histoire d'incendie dans l'opéra de l'Élysée-Napoléon, et ça explique en grande partie le pourquoi du comment. Mais pour bien comprendre tout ça, je vais devoir revenir en arrière, puisque toute l'intrigue occulte se trouve à cet endroit-là. Donc, comme je vous disais en préambule, le Lys de Pondichéry, une pièce qui a été inventée par Sobieski, il l'a mise en place à l'opéra, et le premier sujet qui était prévu pour danser et être l'artiste principal donc, de cette pièce s'appelait Rose Durieux. C'est une danseuse de talent qui a commencé à entretenir une liaison avec Piazzi, donc l'architecte de cet opéra. Et donc elle est complètement tombée amoureuse de lui pendant toute la phase de répétition. Lui traînait beaucoup dans les loges puisqu'il aimait cette ambiance de l'opéra, et il aimait aussi beaucoup les danseuses, il faut le reconnaître. À tel point que donc Piazzi, qui était en plus d'être architecte, un occultiste, enfin une personne en tout cas versée dans les arts occultes et ésotériques, et a initié Rose à cette magie-là, à tout ce qui traîne autour de la magie, du mysticisme, etc. Le temps passant, il s'avère qu'il y a eu de nouvelles danseuses qui ont intégré l'opéra, et comme je vous disais, Piazzi étant un homme à femme, il a très vite porté son dévolu sur la nouvelle petite jeunette qui s'appelle Claire Varenne, qui n'était elle pas au courant de la relation qu'entretenaient Piazzi et Rose puisque c'était un secret, et qui a complètement répondu à ses avances au point que Piazzi a répudié ou du moins ignoré Rose dans la foulée. Rose, ayant été profondément meurtrie et blessée par cette situation, a décidé de faire appel à une des membres de la société de magie dans laquelle Piazzi l'avait initiée et introduite, à savoir Zélie Dehay, l'un des personnages joueurs esprits, et Zélie l'aide, sous couvert de manipulation, à lui faire une sorte de talisman ou de rituel qui protège son âme. On ne sait pas encore pourquoi. Rose lui explique qu'elle sent qu'il y a des gens qui lui veulent du mal et que donc elle avait besoin d'aide pour protéger son âme. Mais en fait, bien plus perverse que ça, elle avait d'autres idées en tête, puisque son but ultime, à terme, c'est d'inviter Claire chez elle, un soir, pour discuter, lui présenter ses excuses par rapport à la relation, essayer d'apaiser les choses.
Mais dès qu'elle arrive chez elle, Rose drogue Claire et lance un rituel démoniaque où elle invoque un démon avec qui elle va passer un pacte, à savoir mon âme contre le fait d'échanger mon corps avec celui de Claire. Le démon accepte, l'aide et elles échangent leur corps. Et il est extrêmement énervé parce que le rituel de protection de l'âme de Rose l'empêche de récupérer l'âme de Rose pour récolter son dû. Donc il disparaît. Rose occupe désormais le corps de Claire. L'âme de Claire occupe désormais le corps de Rose. Et elle laisse son corps attaché et mourir sans vie dans son appartement. Et elle continue sa vie, mais en tant que Claire Varenne désormais. Claire Varenne est la première sujette pour le lys de Pondichéry. Piazzi n'y voit que du feu, il reste amoureux d'elle et ils continuent à vivre leur idylle. Sauf que le soir de la première, le démon en question a décidé de se venger de Rose qui l'a entourloupé. Et il a fait en sorte que son tutu prenne feu et que tout l'opéra brûle. Et donc c'est ce qui s'est passé. Rose dans le corps de Claire est morte, carbonisée. Et dans une sorte d'ultime élan d'amour et d'affection pour elle, Piazzi, après la rénovation de l'opéra, a décidé d'installer une crypte au sein de l'opéra pour y enterrer les restes de Claire, pensant qu'il s'agissait de Claire, mais alors que non, puisque l'âme de Rose était dans ce corps et qu'elle était protégée par un rituel. Et donc, depuis ce jour, l'âme de Rose hante l'opéra, et c'est elle qui, à chaque fois, empêche la représentation du lys de Pondichéry, à chaque fois qu'on tente de la remettre en place, et bien qu'elle ait lieu. Un peu plus tard, après la rénovation de l'opéra, Elvire Mercier, le personnage joueur, le médium, donc est ballerine dans l'opéra, et à côté d'elle, Marie Bernier, sa meilleure amie, qui est aussi danseuse. À la base, c'est Elvire qui est censée être le premier sujet pour refaire le lys de Pondichéry. Finalement, c'est Marie Bernier qui va prendre cette place parce que Elvire a décidé que le poids était trop lourd et qu'elle voulait pas assumer ce rôle. Et résultat, Rose, dans ses manifestations, est intervenue pour faire en sorte que Marie Bernier ait un accident, qu'elle chute de scène, se casse la jambe et se paralyse, et qu'elle meurt quelques temps après. Et Marie Bernier est elle aussi un autre personnage joueur, un esprit que les joueurs vont pouvoir incarner dans cette aventure. Donc vous voyez toutes ces intrications qui se mettent en place. Et donc petit à petit, on arrive dans une scène où le lys de Pondichéry doit être rejoué, et Elvire va investiguer pour comprendre ce qui se passe, et en fait Rose va faire de plus en plus d'apparitions, puisqu'à chaque fois que le lys de Pondichéry est censé revenir, dans une rage et une jalousie folle du fait de ne pas avoir été la première à pouvoir danser et honorer le rôle de premier sujet, elle décide de toujours tout faire capoter. Et plus le temps avance, plus elle va faire des apparitions dans l'opéra, au point de faire flipper tous les danseurs. Et même si les investigateurs poussent leur investigation un petit peu plus loin dans le cœur de l'opéra, donc dans les tréfonds, au niveau de nombreux sous-sols, ils vont commencer à rencontrer des apparitions monstrueuses, comme cette espèce d'amalgame de chair, un homoncule de bras et de jambes de ballerines qui bougent dans tous les sens. C'est assez, c'est décrit de manière très sale et très glauque. Et en poursuivant, donc, si vous allez un petit peu plus loin, eh bien, les aventuriers, l'investigatrice et les esprits vont devoir comprendre comment lever le rituel de protection de l'âme de Rose, trouver où est caché au sein de l'opéra la crypte, le tombeau où demeure le corps de Claire et l'âme de Rose, et vont devoir tout faire, et vous verrez que c'est pas si facile que ça, pour lever ce rituel et apaiser son âme et lui permettre de s'en aller, permettant ainsi derrière, tout simplement, au lys de Pondichéry d'avoir enfin, peut-être un jour, une représentation sans que ce soit contrecarré par les plans d'une âme en colère. Et on passe maintenant à la partie spoiler pour le second scénario, donc la machine à harmonie. Donc là, la partie spoiler, elle va être extrêmement simple, puisqu'au final, toute la présentation que j'ai pu faire avant vous montrait cœur, l'essence même de ce scénario, sans trop en dire. Eh bien, sachez voilà, que, comme je vous le disais, le grand-père travaille pour sa machine à harmonie. Il est tellement focalisé et obnubilé par son travail qu'il en délaisse complètement sa femme, Marie-Evelyne Morisset, qui de son côté, se sentant délaissée et autres, va trouver un amant auprès d'un PNJ d'une certaine importance que vous pourrez découvrir dans le scénario. Et donc Léo pourrait être amené à découvrir ceci ou cela. Et pendant que le grand-père fait les démarches auprès des Saint-Simoniens pour rentrer dans leur club privé, ces derniers vont vouloir le mettre à l'épreuve. Et donc il fait fonctionner sa machine avec un petit peu d'éther. Il utilise du périsprit de fantôme pour la faire fonctionner. Et en fait, avec cet appareil-là, il va provoquer une esclandre dans tout son quartier, puisque se sentant avide de reconnaissance pour ses capacités et son appétit pour la science et la technologie, et sentant que sa femme le délaisse et l'ignore, et puis lui aussi de son côté l'ignore clairement, il va vouloir être aimé et apprécié pour ce qu'il fait,
Le petit souci, c'est que sa machine va provoquer un raz-de-marée d'affection pour lui dans tout le quartier, ce qui fait que toutes les femmes du quartier vont devenir folles amoureuses de lui, alors que c'est un vieil homme de plus d'une soixantaine d'années. Il n'a absolument rien de particulier, pas de charme en plus ou quoi que ce soit. Et donc le résultat, c'est qu'il va y avoir une sorte d'émeute. Alors avant cela, eh bien, sachez qu'il y a une histoire qui est libre au niveau du MJ, c'est qu'Annabella Jones va ou ne va pas pouvoir entretenir une liaison adultérine avec le grand-père. Ça va dépendre de la manière dont vont se passer les choses. Soit Léo, l'enfant, remarque des choses, le signale à sa perceptrice et celle-ci va s'offusquer, partir et quitter son service comprenant qu'il se passe quelque chose de mal et qu'elle n'agit pas comme une femme respectable. Ou inversement, eh bien l'aventure va se passer et elle sera dévouée corps et âme au grand-père et fera tout pour vivre son idylle avec lui, quitte à chasser Léo de la maison. Et donc, comme je vous disais, il va y avoir une espèce de raz-de-marée d'affection pour le grand-père, et donc, en fait, ça va virer à la folie, et tout le quartier, toutes les femmes du quartier vont commencer à pénétrer dans la maison, vont s'arracher, se battre les unes les autres pour s'accaparer l'amour et le corps même de Louis Augustin. Et donc, ça va forcer les joueurs à fuir et à quitter la maison et à trouver des solutions pour s'en sortir. Lison la Bonne va avoir une importance toute capitale puisqu'elle va permettre d'intégrer un nouvel axe dans ce scénario, à savoir elle va fréquenter un des malfrats du club dont je vous parlais tout à l'heure, et ce malfrat va la faire tomber amoureuse de lui et la tourner en bourrique pour essayer de s'infiltrer avec son gang dans la maison, voler la machine à harmonie, voler toutes les richesses du couple Morisset et donc juste faire un casse en fait. Et il s'avère qu'ils vont faire appel à la mère de Léo Morisset, qu'ils fréquentent, puisqu'ils font partie du même gang de bas-fonds et qu'ils ont accès à elle. Ils vont la menacer sur le fait de révéler son implication dans leur entreprise malfaiteur. Ils vont également menacer la vie de son fils et malgré tout, elle aura une petite réminiscence maternelle et voudra le protéger à tout prix. Donc à l'issue de ce scénario, eh bien, la conclusion, c'est que vous pourrez soit détruire la machine, soit la laisser perdurer mais tomber aux mains des Saint-Simoniens. Et j'ai oublié quelle était la troisième conclusion de l'acte 3. Mais en gros, il y a une troisième possibilité qui n'est pas la plus heureuse non plus derrière. Là, vous avez des plans qui sont assez intéressants au niveau de la maison des Morisset. Donc, on est dans une maison bourgeoise du quartier de Grenelle. C'est assez sympathique. Vous avez plein d'espaces dans lesquels faire ce côté un petit peu huis clos. Vous allez vous balader. Il y aura telle personne à tel moment dans telle pièce. Donc, vous pourrez suivre, discuter ou observer des choses en cachette. Vous avez ensuite les maisons. Donc là, c'est le détail complet de toute la maison. Donc, comme je vous dis que dans Antise, le setting est assez fou. Là, vous avez plus d'une quarantaine d'entrées, de descriptions et de précisions, c'est assez conséquent. Après, à l'acte 3, donc, le personnage va être enlevé et vous pourrez donc, vous serez obligé de vous confronter au gang de malfaiteurs pour voir quoi faire et peut-être libérer votre mère si vous le pouvez. Donc voilà qui conclut la partie spoiler et maintenant il ne me reste plus qu'à vous présenter les aides de jeu pour Antise. Alors, la première extension que je voulais vous présenter qui complète le cabinet des murmures, c'est un deck de cartes, 80 cartes au format tarot, pour tout le cabinet des murmures. Dans ces cartes-là, vous allez avoir différentes aides de jeu de manière un petit peu simplifiée. La première, c'est comment créer les esprits et quelles sont les différentes résolutions d'action, comment on obtient des embellis, etc. au niveau du jeu. Donc c'est un résumé vraiment extrêmement concis de la base du jeu et des règles. Ensuite, vous avez les différents pouvoirs qui sont répartis en niveau 1, 2 et 3. Vous allez pouvoir donner les cartes pouvoir directement à vos personnages. Elles vont pouvoir servir d'aide-mémoire à disposition des joueurs sans avoir à fouiller sans arrêt dans le livre de base du jeu. Les différentes grâces, qui sont les pouvoirs un petit peu spéciaux dont vos personnages vont pouvoir faire usage au cours de l'aventure. Il y en a un petit paquet, comme vous pouvez le voir, qui sont assez nombreuses. Les différentes corruptions que vous pourrez obtenir si jamais les PJ poussent un petit peu trop leur personnage et en attrapent. Donc pareil, une aide de jeu que vous gardez de côté. Et ensuite, on peut remercier les 12 singes pour avoir permis de faciliter en quelque sorte la création de personnages non joueurs à faire rencontrer à vos joueurs. Donc, vous avez de nombreuses cartes, il y en a presque une trentaine, je pense, un peu plus que 20, qui vont vous permettre de fabriquer n'importe quel type de personnage. Donc par exemple, là, si on prend le malfrat, et ben, vous voyez les différents aspects qui le caractérisent, donc entre guillemets, ces statistiques sur le tableau des séphirotes. Vous avez également ses bonus et ses compétences en attributs, les différents acquis et donc les différents challenges qu'il va opposer à vos personnages joueurs, les armes dont il peut bénéficier, et puis un petit panel de stats pour le combat. Et c'est comme ça pour beaucoup
de types de personnages génériques, donc du gamin à l'inspecteur, à la cocotte, au marlou, au soldat. Vous avez les apaches, donc les gangs de malfrats qu'on trouve dans le deuxième scénario de Antise, des fantômes, des démons, des messagers, des vampires. Bref, vous avez vraiment de quoi fabriquer à la volée des personnages de manière simplifiée, ce qui va probablement vous faciliter la vie en tant que MJ et rendre la partie plus immersive et plus sympathique pour les joueurs. Donc maintenant, je vais vous présenter une aide de jeu pour Antise. Alors attention, il ne s'agit pas uniquement des 2 premiers scénarios de Antise premier volume, mais c'est une aide de jeu qui va vous apporter du matériel pour le 2e volume également, puisque aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, il y a 2 volumes de Antise, le premier et le second, pour un total de 4 scénarios. Donc dedans, j'espère que vous avez prévu votre meilleur lutin, parce que vous allez avoir un petit paquet non négligeable de fiches récap et d'aide de jeu, vraiment très pratique et utile. Alors, pratique sur le papier quand vous voulez donner quelque chose à vos joueurs, peut-être pas pratique quand ça commence à foisonner sur la table et qu'on ne sait plus où les ranger. Donc là, pour le premier scénario, par exemple, vous avez le résumé des personnages de l'histoire, ce qui peut vous permettre de présenter plus en détail ces derniers pour que les joueurs puissent avoir un aspect complet de qui est disponible pour interroger ou suivre dans l'opéra. Comme je vous le disais, La Rose et le Lys, il y a vraiment beaucoup de PNJ auxquels vous êtes confrontés dès le début du scénario, ce qui fait que vous pouvez très vite vous perdre. Leur donner un visage et une apparence, ça peut probablement aider à distinguer qui est qui. Et là, pareil, vous avez une aide de jeu, de nombreuses notes, des messages cachés que vous allez recevoir comme ça ou qui vont être transmis à qui de droit, la lettre de Elvire Mercier, qui est sommé par le responsable de l'opéra de venir enquêter, etc. Donc vous avez beaucoup d'aides de jeu, de petits scénarios comme ça, qui vont être utiles pour faire avancer l'intrigue et transmettre des pièces jointes et des documents à vos joueurs au fur et à mesure de leur investigation. Tous les souvenirs également sont disponibles de cette manière-là. Alors moi je trouve pas ça très pratique parce que si vous voulez les présenter, de toute façon il va falloir les plier et les cacher en accordéon potentiellement pour qu'ils ne soient révélés qu'au fur et à mesure. Donc dans tous les cas, cette aide de jeu vous allez devoir l'altérer, l'abîmer entre guillemets, ou alors il faut trouver un autre système avec des caches pour pouvoir libérer au fur et à mesure. En tout cas, je pense que pour se l'approprier au mieux, l'idéal sera très probablement soit de le plier, soit de le découper, pour que les joueurs puissent découvrir leurs souvenirs uniquement au moment opportun. Là, très pratique, et en plus, moi, personnellement, je suis très fan de tous ces dessins architecturaux. Vous avez le plan qu'on a vu tout à l'heure dans le premier scénario qui dépeint l'opéra Élysée-Napoléon. Un deuxième plan avec vue du dessus pour voir vraiment tous les endroits cachés qui s'y trouvent. Et ensuite, là, on passe le temple de Mithras, toujours pour le premier scénario. Et là, on arrive au 2e scénario de Antise. Donc, ce sont l'emploi du temps qu'on a vu sur le livre. Bref, ce sont vraiment tous les éléments que vous avez déjà vus, les souvenirs du médium, les souvenirs des personnages qui en font partie. Et donc vous voyez, plus je les fais défiler, et bien plus ça prend de la place sur le côté, ça devient un petit peu embêtant à ranger. Donc c'est très agréable, hein. On va pas se nier qu'avoir ce genre de document à disposition, quand c'est utilisé de manière intelligente et vraiment très ponctuelle, genre voilà, je vous montre le plan de la maison, vous êtes ici, ça ressemble à ça, c'est quand même hyper pratique. Faire foisonner les feuilles de souvenirs, les choses comme ça, pas sûr que ce soit vraiment le plus agréable. Une autre carte de Paris pour le 2e scénario. Et là, on arrive sur les éléments des prochains scénarios de Antise volume 2 que je n'ai pas encore lu mais que je vous présenterai prochainement puisque, on va pas se mentir, mais les scénarios de Antise sont quand même extrêmement intéressants. Les prochains vont vous amener à Londres. C'était un souhait de l'auteur de vous faire voyager en dehors de Paris parce que tout ne se passe pas que à Paris. Et si je passe sans trop spoiler cette partie-là, voilà, derrière vous avez les fiches personnages, premier scénario, qui sont déjà disponibles, donc vous pourrez les transmettre à vos joueurs si vous n'avez pas peur qu'ils griffonnent dessus. Et voilà, donc vous avez beaucoup de fiches perso, de annexes, de documents, de choses comme ça. En gros, ils ont un petit peu imprimé en feuilles isolées tout ce que vous avez dans les livres, histoire de faciliter leur transmission à vos joueurs. Vous me direz dans les commentaires si vous trouvez ça utile, si vous trouvez que c'est superflu, que ça prend trop de place, ou au contraire que ça permet d'augmenter l'immersion des joueurs dans l'aventure, et que vous trouvez c'est indispensable. Et voilà qui conclut la présentation des 2 scénarios de Antise et de l'aide de jeu qui vient avec. J'espère que tout ça vous a plu, vous a donné envie de jouer à ces 2 scénarios. Moi personnellement, comme vous l'avez compris, j'ai une sacrée préférence pour le premier, mais je ne doute pas que le 2e doit vous permettre de faire une aventure inoubliable dans l'univers du cabinet des murmures. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente journée. Merci à tous de suivre Entre Rôlistes et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt!